Aujourd'hui, en plus de cette célébration, on va commencer un processus d'engagement avec chacun de nous pour commencer à bâtir ce qu'on appelle la prochaine étape, là où on va articuler le commencement d'une vision de 3 ans avec une stratégie force qui va être utilisée par chacun des partenaires et ce sera à tous les niveaux là où on espère que le partenariat va être engagé. On a beaucoup d'orateurs aujourd'hui, on a une session, on a pu préparer un ordre du jour avec une vision du futur. Et donc, pour bien commencer cette étape, on voudrait s'assurer que nos recommandations aujourd'hui vont être projetées surtout sur le plan qu'on avait, ce qui n'a pas bien marché, ce qu'on peut améliorer, mais plus important, on va voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait pu faire. Ce sont ce genre de conversations qu'on voudrait avoir sur cette session. Et, et pour le futur, ceci est une de beaucoup de conversations qu'on va avoir l'un avec l'autre pour développer et préparer une stratégie qui va avoir un bon but en ce qui concerne tous les niveaux pour les FP, pour le cadre de travail de FP 2030. Donc, avec les leçons apprises et les fonds et l'évolution dans la structure des hubs régionales avec la COVID-19 et l'opposition qu'on a eu à faire face, la stratégie est nécessaire et doit être coordonnée à tous les niveaux des décideurs. Donc, on voudrait s'assurer qu'on a des partenariats qui se concentrent sur les ordres de jour. Et donc, on va commencer avec cette session pour commencer avec nos recommandations de comment on peut travailler de manière nationale et au niveau mondial. Et bien sûr, on va parler d'assistance technique et le cadre de travail régional et les meilleures pratiques. Comme ça, on peut tous trouver un moyen de s'engager l'un avec l'autre plus rapidement. Et donc, on va bien sûr parler de plus de coordination, la société civile, les partenaires des jeunes et tous les autres au niveau régional. Bien sûr, on aura plus de succès si on articule ce dont on a besoin pour aller vers l'envers. Avec les remarques de commencement qu'on va recevoir, ce sera un processus incroyable. Et ce qu'on a créé aujourd'hui avec le partenariat. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue Sophie pour commencer cette célébration. Alors, Sophie, est-ce qu'on peut voir la prochaine diapo pour parler de nos efforts et de nos succès dans le futur? Merci beaucoup, Angela. Oui, je viens de mettre sur la boîte à conversation un lien pour le Menti. Donc, il y a un questionnaire. Si vous pouvez mettre sur l'écran, partager votre succès de redevabilité que vous avez fait dans votre pays quand vous avez travaillé avec le FP 2030. Donc, vous pouvez mettre ces phrases. Ça n'a pas à être long.
Vous pouvez le voir aussi sur l'écran et je vais passer la parole à Angela. Je crois que quelqu'un a déjà compris comment ça marche, donc on va attendre un petit moment pour d'autres réponses avant de continuer. Merci, mes collègues. Donc, beaucoup de points très incroyables. On célèbre bien sûr nos présidents. Je suis sûre que on sait qui est cette vice-présidente, qui est une femme, et Génération Égalité et les genres qui reviennent enfin dans cet espace avec ces initiatives de FP. Merci beaucoup les bailleurs des fonds qui sont avec nous aujourd'hui. On se sent appuyés et on a hâte de faire plus de travail avec la planification familiale. On a hâte de l'avoir inclus dans les services. Donc, si on peut vous voir tous et applaudir maintenant pour le travail acharné qu'on a fait. Alors, Mère Mariba, Matine, Pitangore et Kate. Wow. Beverly, Jacqueline, Alexander, Alex Todd de USAID. Je peux vous voir, Fatou. Merci beaucoup d'être une bonne équipe. On a maintenant une opportunité pour faire un meilleur travail. Je peux voir Sarah avec nous et Kate. Et je peux voir Cannes. Donc, on se célèbre l'un l'autre, on célèbre ce moment et je pense que maintenant, on est prêt pour beaucoup plus de travail parce qu'on a de meilleures données et donc on a de meilleures capacités et tout ce dont on a besoin pour continuer à créer cet espace. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, je crois qu'on va passer vers la prochaine la prochaine session, pardon, Sophie. On peut commencer la prochaine diapo. Alors, donc, je prends cette occasion pour demander à notre très bon ami et champion, je vois Martin ici, Sophie, excellente collègue, on vous célèbre, on te célèbre, et le directeur d'initiative mondiale qui va nous aider. Mandé, dis-nous ce qui t'empêche de dormir la nuit. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est quel plaisir de voir tous ces visages familiers. Vous aussi, vous n'êtes pas dans le bon canal. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui, ça va. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de voir autant de visages familiers. Je suis responsable directeur, l'interprète n'a pas entendu. Je voudrais remercier tout le monde de sa participation à cette réunion sur le plaidoyer, l'avenir du plaidoyer et de la redevabilité en matière de planification familiale. Donc, nous avons créé un nouveau cadre de vision pour la FP 2030 pour soutenir les droits des filles et des femmes qui souhaitent se servir de la contraception. Je crois que si nous n'avançons pas dans nos efforts de redevabilité, il y aura des problèmes. Donc, pour le partenariat de FP30, comme vous savez tous, c'est la clé pour un partenariat réussi et qui nous aidera avec l'environnement nécessaire pour créer des progrès. Il est critique aussi que dans cette nouvelle ère de partenariat, nous devons renforcer
relations. Nous avons renforcé notre collaboration avec nos partenaires dans le ployer pour soutenir. Beaucoup d'entre vous savent que nous avons renforcé les meilleures pratiques à tous les niveaux. À travers ce processus, on a beaucoup appris et je voudrais partager avec vous quelques leçons. D'abord, la société civile à tous les niveaux, le partenariat avec est très, très critique. Donc, dans le partenariat 2030, il faut renforcer nos partenariats avec la société civile et il faut renforcer nos efforts vers du plaidoyer au niveau régional et local et régional. Malheureusement, nous sommes quelquefois limités par une coordination insuffisante au niveau local, régional et mondial. Donc, on va parler un peu de logistique pour mieux soutenir les, la vision et la coordination entre ces différents niveaux. On a appris aussi et on voudrait aussi parler de l'importance des points focaux de jeunes. Dans le partenariat de 2030 ou 2020, la redevabilité en matière de planification familiale n'était pas très forte dans beaucoup de pays. Donc, on voudrait ou bien établir ou bien, pardon, l'interprète n'a pas entendu. En dernier, ces efforts de redevabilité dans ce processus de redevabilité et manque de finances quelquefois. Nos progrès soutenus vont dépendre du financement. Donc, il faut avoir cette conversation aujourd'hui. On va l'avoir. Et nos présentateurs vont parler et partager des idées. Vous venez de mentionner quelques succès dans le plaidoyer. Angela en a mentionné, mais on a des pénuries de financement. Donc, c'est plus important que jamais d'avoir les engagements financiers parce qu'il y a des oppositions qui se renforcent malheureusement. Donc, la réponse stratégique en général est très importante pour nous aider à réduire l'impact de l'opposition et l'impact de la COVID qui va continuer à euh, faire rompre les chaînes d'approvisionnement et pour assurer la continuité des services de qualité. Donc, où sommes-nous aujourd'hui? Basé sur les leçons qu'on a apprises, dans cette nouvelle évolution vers une structure de points focaux régionaux, qu'on appelle hub en anglais. Donc, quand on établit les priorités pour les 2 ou 3 ans à venir, comment est-ce que nous allons coordonner le mécanisme pour l'assistance technique en ligne avec la structure FP 2030? Donc, FP 2030 attend le plaisir de coordonner cette stratégie avec chacun de vous. Il y a un comité de pilotage qui comprend à peu près 10 partenaires de plaidoyer. Et comme Angela a mentionné, l'idée est de fournir l'occasion pour tout le monde, pour qu'on se réunisse et pour qu'on célèbre nos progrès et pour discuter la stratégie que nous allons finaliser au mois de novembre. Donc, entre maintenant et le mois de novembre, on voudrait avoir des entretiens et avec vous et avec avec des clients, donc et avec les discussions avec les
partenaires régionaux clés pour assurer qu'on ait la meilleure stratégie. On, es- on voudrait finaliser cette stratégie en novembre. So with that, I will turn over. Je voudrais, à ce moment-là, je vais donner la parole à Angela. Merci beaucoup. Angela, je vous passe la parole. Je te passe la parole. Merci mille fois, Mandé, et tous les collègues de FP 2030. Elle nous aide à comprendre ce qui forme et ce qui peut marcher le mieux pour assurer le changement. J'apprécie énormément l'occasion d'être réunis tous. Le processus qu'on commence maintenant, nous allons taper sur vos portes chaque jour jusqu'à ce qu'on entende toutes vos recommandations, toutes vos idées. On cherche à avoir une conception conçue par les humains, comme on dit en anglais, Human-Centered Design. Avec ceci, je voudrais inviter deux de mes collègues les plus célébrés dans le domaine du plaidoyer. Beth et Alima. Je me suis collée à leurs vêtements et on peut les célébrer et célébrer leurs efforts. Ces deux collègues, parmi d'autres qui sont là, merci mille fois pour votre travail, Beth et Alima. Beth et Alima vont animer ou commencer cette discussion et partager avec nous des leçons de plaidoyer. Donc, il y a à peu près 20 pays où les initiatives de FP 2030 et je les remercie de leur leadership. Beth n'est pas simplement directeur de pays pour la Tanzanie. Alima et Beth, je vous passe la parole. Merci de nous donner vos leçons clés. Merci à tout le monde. Bonjour, mes amis de plaidoyer. Depuis 2009, les initiatives de AFP, planification familiale avancée, ont touché plus de 3000 personnes et mobilisé 100 millions de dollars dans le secteur de commerce. J'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup d'entre vous depuis le début des efforts de 2020 et j'ai eu le plaisir de travailler étroitement avec Alima Sharif. Nous allons étendre nos efforts dans un monde très différent en 2030 de celui qui était là en 2020 quand on a commencé. Bonjour tout le monde et merci beaucoup Beth pour les questions. Je dirais que les 3 facteurs de succès qui viennent à l'esprit les plus importants, d'abord c'est la liberté de parler librement. Les projets de plaidoyer doivent être ouverts à partager leurs expériences. Il est important de comprendre que les décideurs qui championnent nos idées, qui sont comme tout le monde, propulsés par des convictions personnelles. Donc, on demande à tous d'avoir une approche flexible pour pouvoir répondre aux défis et agir sur les leçons apprises. Leur rapport avec les décideurs locaux et les réseaux forts de planification familiale, en général, ces acteurs sont équipés pour répondre très, très facilement et rapidement pendant des
époques bonnes et tant que mauvaises. Je pense que vous serez d'accord que ces acteurs civils ont la capacité de transformer les échecs en des succès pour pouvoir se servir des données, de l'intelligence. Et il s'agit d'embellir les partenariats, la coopération et l'assistance technique dans le domaine du plaidoyer. Au niveau nationaux et sous-nationaux, il faut pouvoir rendre compte. Et je passe la parole à Beth. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux dans la communauté, Beth? Eh bien, je pense qu'on a assez bien réussi, mais on aura peut-être pu mieux connecter avec les questions stratégiques avec d'autres bailleurs de fonds qui ne pouvaient pas fournir du financement. Mais la concentration est bonne et je pense que tout le monde est engagé à un succès dans le lointain, dans l'avenir lointain en ce qui concerne la FP. Mais il fallait être flexible. On aurait pu faire un meilleur cas pour l'intersectionnalité, pour montrer la vraie valeur d'interconnectivité. Mandé en a parlé brièvement. En Afrique, en Asie, les bailleurs de fonds, il faut avoir des coalitions mondiales. Maintenant, le plaidoyer est encore plus important que jamais. Le financement des bailleurs de fonds est restreint. Beaucoup de gens se luttent pour obtenir une éducation et pour protéger leur santé. Donc, Halima, comment est-ce qu'il faut qu'on change pour être efficace maintenant? Quelle bonne question, Beth. Nous, les plaidoyeurs, on doit toujours bien étudier l'environnement là où on vit, spécialement dans les pays là où le manque d'espace est une réalité. Et un exemple est la Tanzanie. C'est très important de rester alerte, de encadrer une autre fois et re-impacter cette évidence pour prendre en considération les sensibilités des points saillants. Et donc, même si la redevabilité est le cadre nouveau dans notre travail, on ne peut pas avoir de changement dans les fonds sans cela. Donc, pour que le plaidoyer puisse bien marcher, on doit être capable d'explorer ces opportunités de manière plus agressive, globalement ou mondialement et régionalement, pour s'assurer que ces droits individuels, qu'il y ait un accès à cette information, ceci devrait être un précédent aujourd'hui ou être plus important maintenant, plus que jamais. Il faut qu'il y ait une équité et égalité des sexes quand les femmes et les besoins des femmes et des jeunes filles sont adressés ou bien on en font face. Il faut qu'il y ait plus de ressources domestiques pour la planification familiale, elle est sous avec les autres décideurs pour avoir un effet sur les actions dans beaucoup de pays et travailler bien sûr en partenariat avec les médias. Je crois que c'est le point le plus important. Il faut apprécier le rôle des journalistes et fortifier leurs capacités sur les points qui nous importent. C'est ça. C'est notre expérience à AFP nous a montré que le plaidoyer avec les médias, elle soutient le progrès. Donc, Beth, je vais vous donner la parole, qui sera la prochaine, mais pas la dernière. C'est une conversation qu'on doit répondre, vous et moi. On est vraiment le tout petit début d'une force immense pour la prochaine étape. Merci beaucoup. Je suis tellement d'accord avec vous, Halima. Comme le tout petit commencement, on est aussi assez mûr dans ces domaines de la santé reproductive. Donc, en conclusion, les conclusions principales. La première est que le plaidoyer est essentiel, effectif. Chacun de nous doit faire sa partie.
le FP 2030, pour qu'il y ait du succès, le plaidoyer est essentiel et va produire des résultats. Il faut maintenir ça à l'esprit. On est en train de produire des résultats. On est une partie essentielle de ce mouvement. Le deuxième est la durabilité, qui est un mythe sans fonds flexible et important. Et bien sûr, il y a un coût pour que le plaidoyer puisse être durable. On doit l'intégrer dans les budgets des projets pour que les bailleurs de fonds puissent voir que c'est le meilleur moyen d'arriver à nos buts. Avoir des partenariats équitables, numéro 3, qui sont possibles et répandre le pouvoir dans le plaidoyer. Donc, il faut s'assurer que les organisations de plaidoyer puissent avoir leurs priorités. Et je sais que les partenariats équitables entre les professionnels sont très importants, mais aussi ils sont au cœur des résultats, non seulement AFP, mais avec tous les résultats qu'on a eu nous aussi. Numéro 4, il faut protéger le droit de faire du plaidoyer. Comme vous savez déjà, dans beaucoup de vos pays, là où on est en train de travailler, les gouvernements sont en train de fermer les portes à la société civile et refusent de les voir en tant que leurs alliés. N'importe quel thème, il faut absolument qu'on se batte pour les droits basiques des gens, pour faire face aux leaders et dirigeants. Et finalement, et ça pourrait être un peu controversial, mais Halima et moi, nous pensons que c'est très important. La justice reproductive est essentielle aux droits et progrès de la santé. Halima et moi, on a nos propres opinions, bien sûr, mais il faut absolument mobiliser cette égalité. Le manque d'égalité est la deuxième pandémie à laquelle nous faisons face. On ne peut pas vraiment arriver à là si on n'appuie pas les droits reproductifs de tout le monde. On a hâte d'arriver à ce temps de pouvoir travailler ensemble. Merci beaucoup à la FP 2030 de nous inviter à parler aujourd'hui. Merci. Merci tellement, Beth et Halima. Vous avez vraiment mis un point. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'articuler ces points mieux que vous l'avez fait. Donc, il faut absolument qu'on ait ces partenariats basés sur la confiance. Et je n'arrête pas de dire le plaidoyer qui est très important. On n'est pas des ennemis, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on ait tous du succès et il faut qu'on ait une voix pour pouvoir travailler tous ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à la deuxième session modérée et je vais appeler nos panélistes des organisations respectives. Je vais apprécier là d'où vous venez, le Kenya, Peter Ngore, on a le Sénégal, Fatou Diop, et l'Inde, Poonam Mutreja et Mariba. Donc, bienvenue, panélistes. Je vais vous commencer avec une question. On va commencer avec Peter du Kenya. Alors, à partir des leçons apprises, comment pensez-vous qu'on peut avoir cette coordination de redevabilité au niveau régional et national avec la localisation forte et les nouvelles structures régionales qu'on a aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut les organiser envers le futur? Merci beaucoup, Angela, et félicitations pour cette étape de FP 2030. Avant, c'était le 2020, maintenant c'est le 2030. C'est très difficile de répondre à ces questions avec les géantes Halima et Beth avec leur présentation. C'est très difficile. Pour nous, pour pouvoir avoir cette plaidoyer et redevabilité, qu'elle soit plus durable, premièrement, il faut qu'il y ait un cadre de travail flexible avec un engagement national. C'est une question qu'on se demande nous-mêmes. Si on veut un changement dans le cadre de travail mondial, quel est le minimum dont on a besoin au niveau subnationaux dans le cadre de travail dans les pays?
Le deuxième, pour pouvoir avoir plus de durabilité dans le domaine du plaidoyer, dans tous les hubs qu'on a eus, on a pu avoir de petits succès de la FP 2020 et bien sûr les fonds qu'on a eus. La première phase de FP 2030, on était en train de regarder une stratégie de 3 ans. Et pour pouvoir avoir cela, on va s'assurer que même les partenaires qui sont en train d'implémenter tout cela, qu'ils aient un contrat de plaidoyer durable pour pouvoir avoir plus de ressources de plaidoyer, pour qu'ils puissent soutenir et pousser, surtout maintenant avec les problèmes politiques dans ce temps. Donc, il faut absolument qu'on regarde le modèle des champions et comme Halima et Beth ont déjà mentionné, qui c'est qui défend les droits des personnes focales, spécialement pour la FP? Qui sont les champions de la PF? Donc, on regarde ces modèles de champions, mais plus spécifiquement la planification familiale dans d'autres secteurs. Comment est-ce qu'on peut s'assurer à ce que ces champions sont très vocales et qu'ils puissent parler de la planification familiale? Et on parle des jeunes, le modèle de plaidoyer de femmes et des jeunes. Par exemple, au Kenya, on est en train de parler de USC, qui est une conversation assez grande. Donc, quand on envoie ce paquet de santé, de bénéfices de santé, on se demande où se trouvent les femmes, où se trouve la planification familiale dans ce paquet. Et donc, ceci est très critique pour le futur. Angela, je suis en train de regarder la localisation et COVID nous a vraiment appris beaucoup de leçons difficiles au niveau national. On est en train de chercher maintenant un mécanisme durable pour que les NGO puissent utiliser avec les autres organisations régionales pour pouvoir arriver à ces organisations de base. On est tellement content que la FP, maintenant, elle est au niveau régional. Et donc, on demande quel genre de mécanisme de coordination vont nous aider pour que ces structures puissent arriver à ce dernier point. Et donc, ces mécanismes de coordination, ils ont deux niveaux. Un qui est mené par la structure régionale, mais aussi une qui est menée en tant que partenaire. Quand les partenaires sont tous ensemble, je vais donner l'exemple du Kenya, de Zambia et même l'Inde. Là, on a ce mouvement, un mouvement qui a des partenaires qui se rassemblent dû à un problème spécifique. Donc, ils ont ce but de plaidoyer unifié pour pouvoir se concentrer sur le même sujet. Et puis, finalement, la formation de la part de Halima, eh ben, on ne peut pas oublier les jeunes filles et les jeunes en général. On a besoin d'eux pour se concentrer sur une vision 2030 plus durable. Merci beaucoup, Angela. Merci tellement. Merci beaucoup, Peter. Vous avez vraiment mis le point sur quelques points que Halima et Beth ont déjà échangé avec nous dans l'autre discussion qu'on a eue. Et donc, les points saillants et les investissements qui sont très critiques. Et on parle de tokenism, qui, bien sûr, soutiennent un plaidoyer plus durable. Et donc, dans l'écosystème de plaidoyer même, mais bien sûr, on doit faire attention aussi aux différentes politiques, les NGO locales, nationales. Tout le monde a un rôle
Et bien sûr, on peut faire un meilleur travail dans l'articulation de tout cela. Maintenant, je vais donner la parole à Fatou du Sénégal. Fatou, je célèbre votre programme pour la jeunesse, le Youth Focal Point, et je voudrais entendre de votre part, j'espère que vous allez assurer de manière intentionnelle que les jeunes ont un partenariat dans tous les niveaux pour solidifier la valeur qu'ils ont pour le succès de chaque point de redevabilité et plaidoyer. Fatou? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, avant de parler peut-être de comment la communauté FP pourra construire un partenariat jeune-adulte équitable, j'aimerais d'abord souligner toute l'importance, en tout cas, que le partenariat jeune-adulte peut avoir dans le succès de nos actions de plaidoyer, mais aussi pour la redevabilité. En fait, aujourd'hui, nous avons tous vu que ce partenariat ne peut pas fonctionner valablement, normalement, sans la valeur ajoutée des jeunes. Donc, lorsque les jeunes et les adultes s'engagent ensemble, nous voyons que là, les interventions sont plus efficaces et plus efficientes car ne laissant personne en rade. Donc, afin que ce partenariat jeune-adulte-là soit équitable, à mon avis, il faudrait d'abord un équilibre des pouvoirs décisionnels. Cela veut dire que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, l'adulte et le jeune dans la communauté FP doivent avoir la même chance de pouvoir se prononcer. Mais pour qu'il y ait cet équilibre décisionnel-là, il faut que les jeunes soient renforcés afin de solidifier leur connaissance dans la planification familiale. Quand je dis qu'il faut que les jeunes soient renforcés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de connaissances sur le domaine, non, pas du tout, car quand même, ils ont trouvé leur plus-value dans cette communauté FP. Mais ils ont encore besoin de l'expérience des adultes. Il y a par exemple le système de mentorat et de parrainage, qui est un bel exemple, qui a quand même fait ses preuves, car permettant aux jeunes d'être encadrés, de développer leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine. Ils pourront ainsi donc avoir un pouvoir décisionnel équitable avec celui des adultes. Un deuxième point, je pense que pour que le partenariat jeune-adulte soit équitable, les procédures de financement doivent être simplifiées pour les organisations de jeunes. Ce que nous voyons, c'est que beaucoup d'organisations de jeunes ne répondent pas forcément aux critères définis dans les appels à propositions de grands projets de plaidoyer. Pourtant, c'est des OSC jeunes qui font de bons résultats dans le plaidoyer pour la planification familiale, mais qui ne sont pas peut-être reconnus par l'État, etc., qui n'ont pas en tout cas les papiers nécessaires. Donc, et aussi, un autre fait, il est impossible d'être jeune et d'avoir une expérience de 20 ans, ça c'est sûr, ou bien d'avoir travaillé avec tel ou tel partenaire, ou bien d'avoir reçu préalablement un tel budget. Donc, il faut une première fois à tout, c'est clair. Donc, il faudrait quand même que le partenariat puisse simplifier ces procédures-là d'acquisition des fonds pour les jeunes. Les fonds doivent être quand même assez flexibles pour les adolescents et les jeunes qui ont des projets de plaidoyer. Cela n'est pas du favoritisme pour les jeunes, pas du tout, mais c'est plutôt ça que, en tout cas, moi, j'appelle équité. Un autre point important, à mon avis, c'est qu'il faut que la redevabilité soit conjointe. Aujourd'hui, il n'est plus question que seuls les jeunes soient tenus de rendre compte de ce qu'ils font aux adultes. Quand je parle d'adultes, c'est-à-dire au gouvernement ou bien même aux partenaires techniques et financiers. Donc, lorsque le gouvernement prend, par exemple, des engagements pour les jeunes, il doit régulièrement rendre compte à ces jeunes-là. Pour cela, le partenariat FP 2020 doit continuer à exhorter les pays à travailler avec les jeunes. Je pense que dans ce sens, la stratégie des points focaux a été un bel exemple de réussite. Dans ce sens que, par exemple, dans la zone du PO, les points focaux se réunissaient tous les mois. Et lors de ces réunions-là, que l'on soit jeune de la société civile, du gouvernement ou bien même des PTF, on est appelé à partager ce que l'on a fait
et donc à répondre aux questions des autres points focaux. Et là, tout le monde est redevable envers tout le monde en réalité. Peut-être que juste dans ce sens-là, ce qui a un peu manqué dans notre cas, c'était la présence des partenaires techniques et financiers. Et donc, à mon avis, c'est un volet qu'il faudrait quand même renforcer. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much, Fatou. You raised Merci beaucoup, Fatou. Vous avez souligné des points saillants. Il faut de la redevabilité dans certains domaines pour que les gens soient responsabilisés. Et j'aime beaucoup vos suggestions. Maintenant, je vais poser une question à Poonam. Comment est-ce que nous assurons la redevabilité pour les engagements de planification familiale et comment est-ce que nous renforçons les efforts au niveau national? If you're speaking, we can't hear you. Poonam, si vous parlez, on ne vous entend pas. Thank you for this terrific opportunity. Merci pour cette excellente occasion. Merci d'inclure la redevabilité en tant que fondation ou pilier pour FP 2030 quand on avance vers l'avenir. C'est quelque chose sur lequel il fallait qu'on construise. Donc, je voudrais commencer en mentionnant ou en disant que il y a une responsabilité, la part de responsabilité est vraiment une occasion importante pour la FP 2030 pour renforcer les mécanismes, pour les rendre plus transparents, plus forts, pour renforcer la redevabilité, qui demande aussi un engagement et du dialogue avec des responsabilités partagées entre les gouvernements nationaux et les décideurs ou ceux qui prennent les engagements. Et le plus important, les organisations à base communautaire. Il faut que ce soit une approche collaborative. Je voudrais parler un petit peu de mon expérience. Nous avons développé des mécanismes de redevabilité peut-être plus forts que n'importe où dans le monde. Je voudrais souligner le fait que les femmes et les hommes la planification familiale ne peut être renforcée que quand la santé publique, quand on donne à la planification familiale l'importance qu'elle mérite dans le domaine de la santé publique. Quand on travaille avec la société civile et les autres partenaires pour inclure et renforcer les mécanismes de redevabilité sociale, ceci permet aux citoyens de rendre compte et d'assurer un engagement qui est quelque chose qu'on peut arriver à faire. Donc, la mise en œuvre est importante de la planification familiale, mais il est vrai que c'est cher, les efforts d'évaluation sont chers. Dans l'introduction, vous avez mentionné qu'en ce moment, le financement est très limité pour la planification familiale. Donc, nous devons trouver des moyens de comprendre, d'engager les communautés dans nos efforts. En ce qui concerne la planification familiale, je pense qu'il manque de la clarté. Je pense qu'il serait mieux d'avoir une approche basée sur les droits.
quel est le droit d'une femme ou d'une famille quand on parle d'une approche basée sur les droits? Est-ce que du service de conseil, le choix, tout ceci sont des droits. Mais si la communauté n'en est pas conscient, ça ne peut pas, ce ne sera pas utile. Donc, très rapidement, je voudrais parler d'un exemple d'une action communautaire pour la santé. Comme j'ai dit, c'est la plus grande initiative en Inde qui comprend 2 à 3 000 villages de la société civile et le gouvernement et la société civile ont conçu le programme ensemble. Ceci a vraiment augmenté la prise de conscience parmi tout le monde. Et deuxièmement, on a formé les membres des communautés de bien-être ou de sécurité sociale. Il faut créer des communautés de bien-être. Donc, le comité de sanitaire et d'alimentation. Il faut regarder les problèmes et en discuter. Et la troisième stratégie qui est intégrale pour ceci, ce sont des conversations. On appelle ça Jensanon, ça veut dire des audiences publiques entre les membres de comité et les travailleurs qui travaillent dans les lignes de front, de l'avant. Cette infrastructure n'a rien coûté. La formation en ligne ne coûte quasiment rien. Donc, si nous avons ces mécanismes qui sont utilisés à travers les pays, à travers les districts, nous devons nous assurer qu'on ait besoin de très peu de fonds ou de financement. Un excellent exemple, on a eu un privilège d'être un des premiers partenaires de la planification familiale avancée en Inde. Ce fut un modèle qu'on a exporté de l'Indonésie. C'est la planification au niveau de district. Si on veut vraiment la redevabilité, ça ne peut pas être au niveau national. Pour avoir une triangulation correcte, il faut engager le niveau local. Et en dernier lieu, je voudrais dire que j'ai mentionné une seule expérience, mais nous avons à regarder des expériences à travers le monde. Et voilà ce que nous devons faire. Des initiatives qui ne coûtent rien. J'espère que je n'ai pas trop parlé. J'aimerais tellement qu'on ait plus de temps pour discuter en plus de détails. Oui, cette efficacité en termes de coût est quelque chose de très, très important pour assurer la durabilité de notre travail. Donc, pour mettre à l'échelle, il faut qu'on trouve des moyens de rester engagés et d'apprendre les uns des autres. Maintenant, je voudrais donner la parole à Mariba, qui vient de loin du partenariat de Ouagadougou. Comment est-ce que nous assurons que la planification familiale trouve sa place dans l'ordre du jour et reste une priorité? Alima a discuté de ceci un petit peu, Peter aussi, mais aidez-nous à trouver le cible, mieux trouver le cible de coordination. Marie. Merci beaucoup, Angela, et bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier surtout FP 2020 pour d'associer le OPCU, le partenariat de Ouagadougou, à cet événement. Et vraiment, vous nous aidez à mobiliser des recherches et de ressources, et merci beaucoup de nous inclure. Donc, ces voix en Afrique sont importants alors qu'on avance vers 2030. Donc, pour répondre à votre question, Angela, je pense que ma réponse va être un écho
de certaines choses que mes prédécesseurs ont dit. Il faut dire que le rôle de la société civile est très, très important. Le financement domestique au niveau national est très, très important. Et je célèbre, j'admire le commentaire de Poonam. La capacité d'augmenter dans la plupart des pays du partenariat de Ouagadougou, l'achat de produits contraceptifs doit moins dépendre sur l'assistance financière de la part de bailleurs de fonds à l'étranger. Je pense que la mobilisation de ressources locales va nous aider. Il faut mieux mettre la lumière sur les efforts de planification familiale réussis. En termes de la communauté plus élargie, c'est un peu difficile pour cette communauté de comprendre. Donc, en fait, peut-être qu'il faut changer la narration, le narratif. Bon, il faut moins se focaliser sur les gains à court terme et mieux nous focaliser sur les gains à long terme et l'investissement dans l'avancement équitable et politique. Dans la région du partenariat de Ouagadougou, je pense que j'ai réussi à convaincre tous les ministres de santé dans cette région, mais ils ont beaucoup de priorités qui font concurrence les unes avec les autres. Par exemple, j'ai rencontré le ministre de Santé en Côte d'Ivoire et il nous a demandé de l'aider à persuader ses collègues au gouvernement qui sont responsables du budget, des discussions budgétaires et pour élever ses priorités jusqu'à la présidence. Ces nouvelles priorités que vous avez mentionnées, que ce soit le sexe ou la couverture universelle de santé, tous vont bénéficier ont bénéficié du fait qu'on a priorisé la planification familiale depuis longtemps. On a récemment eu des occasions excellentes au sein de la région du partenariat de Ouagadougou. On a fait une stratégie d'engagement qui nous a aidé beaucoup et qui nous a donné l'occasion de rafraîchir nos priorités. Il y a beaucoup de passion et opinions, mais bien sûr, on a ce point en commun et donc on pense que avoir plus de responsabilités de la part de la société civile et avec un ordre de jour, un aperçu plus fort de recherche et avec plus de parties prenantes, ça pourrait faciliter la tâche euh, pour, pour les dirigeants. Et donc, la planification familiale doit être plus inclusive, comme Halima a déjà mentionné, dans l'intersectionnalité. Et donc, il faut qu'on puisse accéder à tout cela et non seulement utiliser les indicateurs de la santé des enfants. Et puis, les supporters, bien sûr. C'est pour cela aussi que j'applaudis cette structure de l'APF qui va aider les ressources locales. Et donc, ça va aider avec les ressources locales pour faire une différence. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour cette communauté, mais je crois qu'avec tous les changements maintenant qui prennent place de manière mondiale, vont avoir un effet et vont nous présenter avec plus de... Je pense que aussi les pôles
régionaux. On a déjà vu ceci dans les caravanes de nos bailleurs de fonds avec les chefs d'État. Je crois que cette approche va bénéficier de la planification familiale dans le sens où, spécialement quand on parle de la création de ces points qui doivent parvenir des communautés et ils doivent être sur les droits à la santé et donc avec la société civile et leurs partenaires et s'attendre à une redevabilité ou responsabilité de la part de nos leaders locaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariba, pour transitionner aux sessions des donateurs, aux bailleurs de fonds, pardon. Ce que Marie était en train de dire est que ça ne va pas nous coûter moins, mais ça va nous coûter plus d'avoir ces ressources. Encore une fois, Marie a fait le point sur le fait qu'on doit avoir plus de données et si on ne l'a pas, il faut le créer parce que les évidences et les preuves sont critiques. Ils doivent être prêts pour pouvoir avoir plus de succès quand ils auront l'opportunité d'avoir accès à ces données. Donc, puisque maintenant Mariba a parlé de cela, maintenant on va parler avec Jenny pour voir qu'il y a les affiliations ici. En tant que collègue, partenaire pour le plaidoyer, Linda de CIF et Alex Todd de USAID. Maintenant, je vais commencer avec Jenny de l'UNFPA ou la FNUAP. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière différente pour avoir eu cette initiative de redevabilité et plaidoyer, qu'elle soit plus durable pour la PF 2030? Donc, je vous passe la parole pour nous dire comment on peut faire ceci. Quelles sont vos leçons apprises et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre envers le futur? Merci, Angela. Je crois que c'est la très bonne question, la plus importante. Bien sûr, les fonds, vous avez déjà entendu que c'était un mythe qu'on peut vraiment arriver à une durabilité sans un fonds flexible. Mais bien sûr, c'est un cercle vicieux avec les efforts et spécialement les activités qui sont engagées avec les acteurs aux parties prenantes. Je crois que le montant des fonds n'est pas assez grand pour appuyer ces projets mondiaux. Et donc, je crois que ce dont on doit faire, c'est pouvoir mener ceci au niveau national, au niveau des pays. Donc, je vais essayer de condenser mes remarques pour vous parler de manière bref de la perspective de la FNUAP pour avoir des organisations, parler des organisations avec les efforts d'organisation, comment on peut construire sur ses capacités et nous coordonner mieux en fait pour amplifier nos efforts de plaidoyer. Donc, je vais commencer avec un exemple assez bref, surtout sur le fait qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de fonds, mais on a besoin d'une collaboration continue pour pouvoir arriver à ces résultats. Et donc, je sais que beaucoup d'entre vous ont pu faire partie du summit en Nairobi du FP 2030, mais beaucoup d'entre vous étaient engagés dans ces événements d'une manière ou d'une autre. Et donc, on voulait avoir une consultation sur l'APF. Et donc, ce qu'on a fait, parce que c'est vraiment un espace, là, on peut engager des personnes de cette manière, mais c'était aussi de non seulement ramener des points focaux des jeunes, mais aussi les plaidoyer, les jeunes qui font du plaidoyer sur ces problèmes techniques pour créer un guide pour ces plaidoyeurs de jeunes. Et donc, dans le sommet,
les jeunes avaient une liste des choses qu'ils voulaient demander. Ils ont clairement articulé leurs besoins. Et donc, pour ceux d'entre nous qui avaient de la chance d'être au Nairobi, la présence des jeunes était vraiment incroyable. Je suis sûre que vous vous rappelez de cela, qu'ils ont pu faire du plaidoyer pour eux-mêmes. C'est très important d'avoir cet engagement. Et bien sûr, le coût financier de cet effort n'est pas vraiment plus que leur participation, leur voyage et tout cela. C'était pas vraiment... c'était sur comment pouvoir pousser ces fonds envers la communauté. Donc, comme vous savez déjà, la FUNAP n'ont pas les bailleurs de fonds, mais on a des canaux. Et ce qu'on a vraiment appris, surtout avec la COVID, est que le commerce qu'on a eu dans le passé n'est plus une option maintenant, spécialement si on veut avoir du progrès pour le 2030. Donc, dans l'aperçu du 2030, là, on doit toujours être concentré sur des résultats, bien sûr, et un d'eux est d'aider la planification familiale. Et bien sûr, on doit avoir ces dialogues politiques et avoir un engagement qui reflète un changement positif avec nos partenaires traditionnels et non traditionnels. Ce qu'on a pu faire avec cet appui est d'avoir des résultats plus concentrés. Je crois que ce serait une opportunité pour avoir une meilleure coordination de nos efforts de plaidoyer. On n'a pas toutes les réponses de comment faire tout ça, mais on a cette opportunité, comme aujourd'hui, à travers le cadre de travail de la FP 2030 et la collaboration de beaucoup d'entre vous pour comment on peut améliorer cet appui pour ce dialogue de politique et que ça soit plus inclusif pour les femmes et les jeunes filles et tout le monde, tous les autres individus dans le monde. Donc, cette conversation, j'ai hâte d'avoir une connexion plus grande avec tous. Merci, Angela. Maintenant qu'on partage des leçons critiques sur comment on peut avoir cette création de ce processus, maintenant, je passe la parole à Linda. Merci beaucoup, Angela. Je vais essayer de ne pas répéter les points saillants mentionnés par Jenny, mais je crois que il faut qu'on continue à pousser pour une priorité à la PF dans ces conversations et inviter ces gouvernements. Mais comme résultat de la pandémie, on a vu un déclin dans les bailleurs de fonds. Et donc, comme on a bien entendu nos partenaires qui sont ici dans cet appel sur les défis auxquels ils font face pour avoir ce plaidoyer dans ce contexte, je voulais juste parler des choses qui sont sorties des panélistes antécédents. Donc, un était l'amplification, le pouvoir des réseaux locaux et avoir cette redevabilité locale pour avoir ces acteurs tous rassemblés pour qu'on puisse avoir un progrès dans les données. C'était vraiment un succès de la FP 2020 et ça le sera aussi de la structure régionale qui va être construite avec les bailleurs de fonds qui vont continuer à donner cet appui et bien sûr les chaînes d'approvisionnement avec le travail de plaidoyer inclut les organisations des jeunes à travers les PF 20 et 2030, mais on a déjà mentionné cela, Angela, on doit faire un meilleur travail avec les fonds, que ce soit plus flexible, que ce soit plus orienté vers le mouvement avec de différents acteurs. Et on sait que les politiques et le changement des politiques, ça prend du temps. Et bien sûr, on ne peut pas se concentrer sur un point spécifique. Et bien sûr, on doit faire plus en ce qui concerne l'appui de ces acteurs pour qu'il y ait plus de plaidoyer. C'est pour ça qu'on est en train de commencer notre approche de base
pour qu'il y ait plus d'inclusivité, plus de travail de plaidoyer. Dans l'espace des jeunes, on a déjà commencé à changer notre portfolio pour appuyer les activistes féministes spécifiquement et ceux qui sont marginalisés. Et comme Halima, Peter et Mali et beaucoup d'autres ont mentionné, on doit faire un meilleur travail de déclencher le travail pour ne plus travailler en silo. Et le développement de cadres de travail, des frontières, de la perspective de politique et de financement et bien sûr vis-à-vis d'autres problèmes qu'on a, comme le climat, le changement climatique, le genre, qui sont des points critiques pour reconnaître nos efforts. Et on pense qu'avec le processus de génération égalité en particulier, qui a déjà été mentionné, on a vraiment une opportunité d'encadrer tout ça de manière plus organique pour arriver à une égalité des genres et l'autonomie corporelle et continuer à travailler avec nos partenaires pour appuyer cet effort. Le deuxième point est le besoin de pouvoir faire face à la coalition. Et ce que nos partenaires nous disent en particulier, c'est qu'ils ont besoin de plus de fonds pour avoir une meilleure coordination et comment ils peuvent répondre aux attaques de la part d'opposition dans les pays. Et donc, la capacité ou la construction de capacité est clé. Et puis, le dernier point que je voulais faire est que l'importance de reconnaître le potentiel du secteur privé et s'engager avec eux pour les ressources et les efforts, mais aussi en termes de plaidoyer pour changer ces pratiques. Et donc, on a une liste qui s'agrandit sur la santé reproductive et on voudrait construire plus sur cela. Merci. Merci beaucoup, Linda et Jenny. Je suis tellement contente et je suis ravie que vous avez vraiment montré que vous êtes en haut de cette chaîne, de ce travail. Maintenant, je vais passer la parole à Alex de USAID. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Angela, d'avoir cette conversation. Aujourd'hui, en particulier, durant ce contexte de la COVID actuelle, c'est tellement important de continuer avec les investissements, de la redevabilité et plaidoyer pour s'assurer que ceci est bien utilisé et que on peut faire face aux pandémies, aux désastres naturels et d'autres points, bien sûr. Les services de planification familiale sont essentiels, comme nous le savons, et les gouvernements doivent répondre au choc. Le fait d'être devenir plus inclusif dans cette initiative va assurer plus d'alliés, comme Marie l'a noté, dont les efforts poussés par les données à travers notre programmation vont nous aider à renforcer la capacité de plaidoyer, surtout pour ceux qui sont les plus vulnérables dans la société, pour qu'ils puissent ou elles puissent être entendus par tout le monde. Donc, en 2001, le repositionnement du plaidoyer de la planification familiale et le partenariat de Ouagadougou et FP 2030 ont soulevé les voix des plus vulnérables, ce qui est vraiment ce qui réchauffe le cœur. Et quand on pense aux principes guidants de FP 2030, dans les bons espaces, avec l'équité, on peut continuer on voudrait soutenir les efforts de FP 2030 dans les processus de
dans leurs efforts. Et pour citer notre directeur, Alan Starburn, comme Marie a dit tout à l'heure, c'est une raison pour accueillir et applaudir les pôles régionaux de FPE 2030. Comme Poonam nous a rappelé, il faut regarder les exemples à travers le globe. L'exemple du Guatemala. Donc, le Guatemala ne reçoit plus l'assistance de FP des États-Unis. Donc, les efforts de plaidoyer sont définis par les individus, par les jeunes, comme Fatou nous a rappelé, et comme Beth et Alima nous ont rappelé avec une telle éloquence, il faut assurer que les droits sont protégés. La situation en Afghanistan actuellement nous rappelle que beaucoup n'ont pas ces droits essentiels. Le soutien de projets de politique de USAID depuis longtemps pour renforcer les projets pour les femmes, surtout parmi les femmes indigènes au Guatemala, sont importants. En plus, la société civile a renforcé ses efforts grâce aux alliances avec les médias, les partenaires du secteur privé et d'autres. Les réformateurs et les plaidoyeurs ont poussé pour des efforts, y compris ceux qui poussent pour les services pour les personnes marginalisées, un accès universel et équitable au service de santé universel, équitable, y compris la santé pour pour les abus d'alcool, qui ont abusé de l'alcool. Donc, les investissements de plaidoyer doivent être des investissements à long terme. Comme a dit Peter, il faut faire étendre les échéances et les efforts pour l'inclusion de FP 2030 dans les paquets de bénéfices tellement importants. On a noté dans nos projets, dans les pays de planification familiale, il n'y a que 14 qui ont une forme d'assurance médicale soutenue par le gouvernement. Donc, bien qu'on a fait des progrès pour inclure la PF, il y a encore du travail à faire au niveau des gouvernements et au niveau des engagements à la planification familiale. Nous comprenons, comme c'est le cas au Ghana, que ceci peut être un processus très très long. Mais il faut qu'on garde la course ou le cible et qu'on ne perde pas vue de nos objectifs. Au fil des années, les projets financés par USAID ne soulignent pas simplement l'importance de la planification planificale, mais nous soulignons l'importance des partenaires et des parties prenantes et l'importance de travailler avec les ONG francophones en Afrique également. Surtout après que les gouvernements font ces engagements initiaux, il faut s'assurer que les efforts de planification familiale et de santé reproductive soient soutenus. Donc, différents partenaires ont différents avantages comparatifs en ce qui concerne le financement des efforts. Mais ces approches complémentaires ont contribué énormément aux gains qu'on a vus dans la planification familiale depuis des années. Nous sommes tous ensemble, nous travaillons tous épaule à épaule. Merci beaucoup, Alex. 3 d'entre vous ont parlé d'un point et nous comptons sur vous de nous aider à partager ceci avec les autres bailleurs de fonds.
Le plaidoyer est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait au court terme. C'est un processus à long terme. Il faut qu'on travaille à côté des gouvernements pour s'assurer que eux, ils ont ce dont ils ont besoin et les soutenir dans leurs efforts. Il nous reste que 9 minutes pour une discussion ouverte tournée vers l'avenir. Mes collègues, je sais que vous êtes très doués à la partage de vos inspirations. Donc, à tous les participants, nous voudrions transformer ceci dans une conversation en ligne virtuelle. Nous allons faire un suivi, faire un suivi pour assurer que vos voix soient entendues et on va vous envoyer un sondage ou une enquête pour être sûr que que toutes les voix soient entendues. Ceux qui ont quelque chose de brûlant à dire, levez la main s'il vous plaît dans Zoom avec levez la main virtuelle le dessin qui existe dans Zoom. Veuillez utiliser la boîte à conversation pour taper vos recommandations pour la stratégie de plaidoyer et de redevabilité 2030 pour FP 2030. Je vois une main. Mandé, Katie, Sophie, Yassine. Est-ce que je ne vois pas des mains? Je vous suggère de rester en sourdine, en mode silencieux et d'utiliser la boîte à conversation. Je vois une main. Ejika, veuillez parler. Je vous passe la parole. Ejike? Oui, allez-y. Bonjour. Merci mille fois. Je suis enchantée d'entendre tous ces efforts. Un des domaines clés qui est évident, c'est la nature collaborative de notre travail dans les pays. Par exemple, au niveau sous-national, quand je vois les communautés de la société civile, CSO, les organisations de la société civile, c'est pour être sûr que les jeunes, les femmes, les groupes interfois et les organisations de la société civile assurent qu'ils travaillent ensemble. Donc, il est important d'inviter tous ces groupes à participer dans le cadre des efforts de déterminer une stratégie de plaidoyer. Ceci va également aider les efforts de redevabilité parce que chacun regarde ces efforts de redevabilité de leur optique personnelle ou individuelle. Pour la planification familiale, nous essayons de faire un changement, une transition démographique pour que nous puissions arriver à nos buts. La première chose, c'est d'être sûr qu'on a désigné des fonds pour la planification familiale. Alan, votre main est levée. Kindly make your submission in a minute. Alan, si vous voulez oui, parler. Bonjour à vous tous là. Je ne sais pas si vous m'entendez. We can hear you, Alan. Que vous m'entendez? On vous entend. Très bien, super. Donc, je suis Alain Barthélemy Takam. Je suis responsable d'une association qui est dite Association camerounaise pour la promotion de la santé, qui est au Cameroun.
Alors, j'ai suivi beaucoup d'interventions qui sont de très, très bonnes interventions à féliciter. Donc, en ce qui concerne le plaidoyer des jeunes par rapport au planning familial, c'est très important. J'ai déjà commencé à mener des activités dans ce sens ici au Cameroun, mais je ne suis vraiment pas soutenu parce que nous avons besoin d'avoir du soutien. Nous avons vraiment besoin de soutien ici au Cameroun, le soutien du gouvernement et aussi du soutien des bailleurs de fonds ou bien des partenaires. Dans l'association dont je suis le secrétaire actuellement, je souhaiterais vraiment, vraiment avoir votre soutien. Donc, c'est cette suggestion que je souhaiterais avoir et d'avoir un véritable contact qui soit pas seulement Thank virtuel you. avec FP. Thank you so much, 2030. Alan. Thank you so much, Alan. That's why we are here. Merci beaucoup, Alain. Voilà pourquoi nous sommes ici et nous allons faire un suivi avec chacun de vous. Merci de continuer à partager vos recommandations, s'il vous plaît. J'aimerais passer la parole à notre propre Martin, pour parler pour faire une clôture et parler des étapes suivantes. Merci infiniment pour cette occasion. Moi, je suis le directeur exécutif par intérim de FP 2030, mais j'en viendrai dans un instant. Merci. Ces derniers 90 minutes furent très, très inspirantes et les différentes vues de Fatou, de Marie, Peter, Poonam, j'ai beaucoup profité des astuces pour le succès que Alima et Beth ont partagé avec nous au début. Je voudrais avouer que nous vivons dans une époque à défis, mais aussi une époque à grande opportunité pour le plaidoyer dans la planification familiale. Donc, je voudrais simplement rapidement parler, Angela, de ceci en trois aspects différents. Les engagements, un nouveau leadership et la structure régionale à laquelle vous avez fait référence plusieurs fois. Nous vivons dans une époque de grande opportunité quant aux engagements de FP 2030 dans 40 pays à travers des douzaines d'organisations non gouvernementales. Une grande occasion pour tous ces plaidoyeurs de faire partie de ces conversations. Je vois beaucoup d'empreintes des personnes qui participent à cet appel dans les différents pays, y compris des améliorations vraiment enthousiasmantes en ce qui concerne les engagements. Mais faites partie des conversations. On voudrait votre participation enthousiaste et forte. Voilà un de mes points clés. Deuxièmement, le deuxième point clé, c'est un nouveau leader ou leadership, la direction de FP 2030. Je suis le directeur par intérim et j'ai beaucoup de confiance que dans les semaines à venir, nous allons annoncer le nouveau directeur ou un nouveau directeur et un nouveau directeur ou président du conseil de gouvernance de FP 2030. Ceci va bien sûr avoir un profil significatif dans les efforts de plaidoyer de la planification familiale et nous allons avoir un groupe d'engagement de bailleurs de fonds, des conversations clés autour de la planification familiale où nous allons faire le cas fermement, comme on a entendu aujourd'hui, pour un financement flexible et à long terme, pour persuader et faire le cas pour un financement durable. Donc, nous avons cette occasion. Il y a le nouveau leadership qui arrive et on a une nouvelle occasion pour
et réénergiser les efforts durs, ces efforts importants que vous tous à travers le monde sont en train de faire, vous êtes en train de faire. Et tous les pôles régionaux, Peter est responsable du groupe de contrôle et je suis impressionnée par les efforts de tout le monde. Moi, je dirais que on est en train de prendre un pas. En fait, quand on reconnaît ces hubs régionaux qui sont très importants pour le succès du travail de plaidoyer qu'on fait en Afrique, en Asie et l'Amérique latine. Et bien sûr, ils vont avoir des fonctions clés en ce qui concerne le plaidoyer. Je vais presque finir, Angela, merci. Mais ils vont avoir une fonction d'appui de plaidoyer. Et donc, le hub va donner l'opportunité de montrer la redevabilité pour être un point important pour vous tous, inclus ce que vous avez dit que vous vouliez être plus appuyé au Cameroun. Et donc, pour avoir cette partenariat avec vous, avec l'intégration de ces données pour les 2000 FP 2030 qui va continuer à être bien connu pour cela, un plan de communauté pour les réunions, pour donner cet appui qui est une fonction clé. Et puis, bien sûr, on va avoir une liste des prestataires. Il y aura des réseaux constants dans ces hubs, dans l'Asie et l'Amérique latine. Les bailleurs de fonds, ceux qui vont implémenter tout ça, va être disponible. Il y aura une redevabilité sociale dans le cadre de travail pour ce qu'on a fait en fait pour la FP 2020, mais pouvoir faire plus de ça et être plus près dans notre travail journalier. Et bien sûr, il y aura une autre fonction des OMB en ce qui concerne la mobilisation des ressources qui inclut le rôle clé pour qu'on puisse avoir ces fonds ou financement à long terme pour avoir plus de succès, bien sûr. Donc, engagement, nouveau leadership et des hubs régionaux et plaidoyer ont des manières incroyables pour avoir ces opportunités dans les prochains mois à venir. On est vraiment content avec ces partenariats et avec ces stratégies et les groupes de travail qu'on a déjà. Donc maintenant, je crois que, Angela, je vous repasse le bâton. Merci beaucoup et j'adore la passion avec laquelle vous parlez, ce qu'on peut s'attendre, qui ont beaucoup à voir avec le travail dont on a besoin et offrir l'appui dont on a besoin. Donc, la FP 2030, ce sera une bataille de redevabilité et avec tous les systèmes de structure qu'on aura. On a deux questions excellentes avec les remarques de clôture. Comment est-ce qu'on peut avoir ces organisations qui démontrent la collaboration? Comment est-ce qu'on peut avoir du succès dans la coordination des organisations de société civile? On va inclure ces questions dans le questionnaire et dans les discussions. Merci beaucoup. Les prochaines étapes et les remarques de clôture. Merci beaucoup, Martine. Je sais qu'on a dépassé un peu le temps, on s'excuse, mais je voulais juste mettre le point très vite que j'espère que ce sera un processus de collaboration pour la FP 2030 dans la stratégie de secrétariat. On espère que ce sera une autre stratégie. Donc, on va vous contacter les prochaines semaines pour avoir des entretiens et des sessions de travail pour pouvoir redéfinir notre manière de penser. Je veux remercier Angela pour votre travail magnifique en tant que modératrice et votre travail excellent à tous. Ayez une bonne journée et bonne fin de journée. Merci.